Alors, ce mercato, qu'est-ce que ça donne dans les trois plus grands clubs français? Paris, Lyon, Marseille. On va regarder un peu chaque équipe. On va analyser un peu où est-ce qu'ils en sont par rapport au marché des transferts. On va regarder un peu leur structure. On va regarder un peu leur moyenne d'âge, leur stade. Et on va donner un peu notre position par rapport à leur mercato. Bonjour la team, bienvenue sur la chaîne Parisienne Football. Content que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. C'est très apprécié. Nous sommes maintenant à 10 150 followers. Donc du coup, ça augmente, ça augmente, ça augmente de jour en jour. Merci beaucoup. Donc du coup, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Comme vous avez vu, j'ai gardé exactement les trois équipes, comme exactement les joueurs qui composent ces trois équipes, notamment Mason Greenwood, Bradley Barcola, Hakimi, Lacazette et également Ousmane Dembélé, ainsi que l'entraîneur, le mastermind qui va évoluer du côté de l'Olympique de Marseille, de Zerbi, parce que je pense qu'il va avoir une influence importante sur la Ligue 1. En tout cas, sans plus tarder, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous commencer directement par analyser la première équipe. Et la première équipe que je vois jouer un rôle important dans ce classement cette année, c'est l'Olympique Lyonnais. Donc du coup, sans plus tarder, on regarde un peu qu'est-ce qui se passe du côté de l'Olympique Lyonnais. Quand on regarde un peu l'Olympique Lyonnais, c'est un grand club français qui a gagné, qui a beaucoup gagné. Là, actuellement, en termes de valorisation, au niveau des joueurs qu'ils ont, c'est plus de 269 millions d'euros d'effectifs de joueurs. Ils ont gagné quand même 7 titres de champion en France. Ils ont gagné 5 coupes de France, une coupe de la Ligue, également 7 trophées des champions. C'est un grand club qui est dans la Ligue 1 depuis plus de 36 ans. C'est un club qui est absolument établi au sein de cette Ligue 1. Actuellement, au jour où que je réalise cette vidéo, 3 août, l'effectif compose 33 éléments, 33 joueurs, dont 11 qui évoluent actuellement en équipe nationale. La moyenne d'âge du club lyonnais est de 25 ans. Quand je vois exactement un peu les joueurs qui sont étrangers, c'est-à-dire qu'il y a 21 joueurs étrangers, ce qui représente environ 63% de l'effectif. Donc du coup, c'est quand même assez important, c'est-à-dire qu'il y a une grosse partie de l'effectif lyonnais qui n'est pas forcément français ou développé ou en France. Donc du coup, ça c'est quelque chose quand même qui est assez important à garder à l'esprit lorsqu'on analyse un peu cette équipe lyonnaise. En plus de ça, quand on parle beaucoup de la formation lyonnaise, donc du coup, quand on parle beaucoup de la formation lyonnaise et que vous savez que quasiment plus de quasiment 37% de ton effectif n'est pas forcément formé localement, mais ce sont des joueurs qui viennent essentiellement de l'étranger, ça montre que peut-être que l'effectif ou la formation lyonnaise a beaucoup moins d'impact dorénavant que ce qu'elle a pu avoir exactement dans le passé. Donc du coup, au niveau des transferts, actuellement, la balance des transferts est absolument négative. On est à moins 110 millions d'euros. Donc du coup, le stade de l'Olympique Lyonnais, on ne le présente plus, c'est le Groupama Stadium. Donc du coup, il fait 59 000 places, 159 186 places. Quand on regarde un peu qu'est-ce qui se passe sur le marché des transferts cette année par rapport à cette équipe lyonnaise, donc du coup, les arrivées, c'est essentiellement Moussa Niakhaté qui est arrivé directement du côté de Nottingham Forest, ainsi qu'un autre joueur. Enfin, il est arrivé pour la somme de 31 millions, donc du coup, ce qui représente quand même une somme assez importante. C'est un gros investissement de la part de cette équipe lyonnaise au poste de défenseur central. C'est un joueur qui est solide, donc du coup, un joueur que on aimerait aussi voir au sein de cette Ligue 1, voir comment est-ce qu'il va se développer au niveau de cette Ligue 1. Arrive également, on a aussi Aurel Mangala qui est arrivé exactement pour 23 millions. Donc, du coup, l'idée arrive du côté de Nottingham Forest. Après, il y a Ernest Nuama qui était arrivé cette année et qui Lyon a acquis pour la somme de 28 millions d'euros, quand même, qui est un montant assez important. Donc, du coup, quand vous regardez un peu les dépenses en matière de transfert, l'OM investit quand même beaucoup sur le marché des transferts, spécialement récemment. Je pense que la première partie de saison a inquiété beaucoup John Textor et qu'il a réalisé que afin de pouvoir construire quelque chose de solide au sein de cette équipe lyonnaise, il fallait investir, il fallait sortir un chéquier. Et je pense que en deuxième partie de saison, afin de sauver l'Olympique Lyonnais et de la faire terminer lorsqu'elle a terminé dans le classement, parce qu'il faut savoir que c'était dernier du classement et qu'ils ont réussi à revenir jusqu'à la 6e position sur la saison 2023-2024 avec 34 matchs joués, ils ont gagné 16 matchs. Ils ont fait 5 défaites et 13... non, ils ont fait 5 matchs nuls et 13 défaites. Donc, du coup, il faut savoir que
Ils ont eu une course en deuxième partie de saison qui était absolument impressionnante avec énormément de victoires effectuées juste durant la deuxième partie de saison, ce qui leur a permis exactement d'arriver dans les places européennes. Donc du coup ça c'est assez impressionnant comme finish de la part de l'Olympique Lyonnais. Donc du coup gros investissement avec également Saïd Benrahma qui est arrivé du côté de, il a signé du côté de, il est arrivé du côté de West Ham et à West Ham il avait du mal aussi un peu, il a eu des débuts qui étaient assez très intéressants parce que j'avais juste à côté du stade de West Ham. Il a eu des débuts qui étaient très intéressants, très bons. Mais après, au fil du temps, exactement, le joueur s'est un peu perdu. On le voyait avec beaucoup. Parce qu'en fait, en Angleterre, il y a aussi beaucoup d'investissements. Donc, du coup, il n'y a pas forcément le temps d'attendre que le joueur s'améliore. Donc, du coup, il y a des effectifs qui sont très larges et qui permettent exactement aux entraîneurs de pouvoir avoir plein de joueurs. Et donc, du coup, si tu perds ta place, c'est assez difficile de la regagner. Après, pour moi, le gros investissement de l'Olympique Lyonnais cette année, c'était Georges Mikotadze. Georges Mikotadze, ceux qui suivent exactement ma chaîne YouTube et qui suivent exactement mes shorts, savaient que Georges Mikotadze était supposé signer du côté de l'Olympique de Marseille. Et il avait l'accord était présent. Il n'y avait pas encore la signature officielle, mais il y avait un accord entre avec Monaco et également Metz afin que le transfert soit réalisé. Il avait passé la visite médicale avait été arrangée et finalement il y a eu un contact de la part de l'Olympique lyonnais et finalement Georges Mikotadze a décidé de rejoindre l'Olympique Lyonnais qui est également son club de formation et le club de son cœur. Donc du coup c'est absolument aussi compréhensible même si c'était pas très bien fait de sa part parce que je pense qu'il y avait beaucoup plus d'élégance à avoir. Mais 18 millions d'investissements de la part de l'Olympique Lyonnais pour acquérir un attaquant absolument brillant qui a brillé durant cette Euro 2024. Franchement, c'était absolument impressionnant ses performances avec la Géorgie, avec Kvaratskhelia, Georges Mikotadze. Franchement, leur performance collective a été absolument impressionnante. Il a terminé parmi les meilleurs buteurs de cette Euro 2024. Donc, du coup, je pense que l'Olympique Lyonnais a mis l'accent, a mis le doigt sur un avant-centre qui est un avant-centre de classe. Et je pense que cet avant-centre va apporter énormément avec la Lacazette, si la Lacazette reste exactement cette saison. Mais malgré les bruits de potentiel départ de la Lacazette, actuellement, la Lacazette serait plutôt restant au sein de cet Olympique Lyonnais. En tout cas, je vous tiens informé également de l'évolution des potentielles acquisitions de l'Olympique Lyonnais comme d'habitude. N'hésitez pas à suivre la chaîne si vous êtes intéressé à savoir exactement qui pourrait être la prochaine signature de l'Olympique Lyonnais parce que je vous tiens régulièrement informé sur la chaîne Parisienne Football. En tout cas, et après, sur le point du départ, où il y a eu quand même pas mal de départs au niveau de l'Olympique Lyonnais, notamment Jack O'Brien, qui signe exactement du côté de Everton, parce que franchement, il était impressionnant la saison qu'il a faite, la première saison qu'il a faite du côté de l'Olympique Lyonnais a été très bonne. Quand on regarde un peu ses statistiques, euh, je pense que le joueur a fait quand même 27 matchs en Ligue 1, 4 buts, 2 passes décisives, 593 minutes jouées, enfin, c'est 593, enfin, il marque exactement toutes les 593 minutes et il a joué plus de 2370 matchs. Donc, du coup, c'est absolument impressionnant. En sachant qu'il a également joué en Première Ligue 2, qui est exactement un peu lorsque tous les clubs de Première Ligue ont exactement une équipe en Youth League, enfin c'est comme un peu une espèce de Youth League où est-ce que toutes les équipes de Première Ligue vont avoir exactement une équipe Ligue 2 où est-ce que leurs jeunes pourront se développer. Donc du coup, il a joué également 25 apparitions en Ligue 2, Première Ligue 2, ainsi que il a marqué 4 buts là-bas. Donc du coup, il marquait un but tous les 563 minutes. Donc du coup, vous voyez que ses statistiques sont assez similaires. Et il avait joué exactement plus de 2250 minutes. Donc, du coup, je pense qu'un retour en Première Ligue était quand même quelque chose qui était absolument euh, qui allait se passer pour un joueur de cette nature-là. En tout cas, déjà, il est parti. Donc, du coup, maintenant, l'Olympique Lyonnais, exactement, également, il y a eu également un deuxième départ, celui de Skelly Alvero. Donc, du coup, Skelly Alvero, actuellement, il est parti du côté du Werder Brême. Il faut savoir que le joueur a évolué exactement en Ligue 2, mais également en Ligue 1. En Ligue 2, il a eu 31 apparitions, 2 buts, et également, il a joué environ 1753 minutes, alors qu'en Ligue 1, il n'a pas eu beaucoup d'apparitions. Il a eu juste 8 apparitions. Il a joué juste 426 minutes. Donc, du coup, comme il n'avait pas beaucoup de minutes de jeu, donc, du coup, le transfert était absolument logique. Donc, du coup, il part pour la somme de 4,75 millions. Après, Tino Kadewere qui part en transfert, qui quitte librement le club.
ainsi que Enrique Silva qui part également, il est actuellement son club, ainsi que on a également Achraf Laziri qui est parti exactement en prêt. Donc du coup, je pense qu'il est parti également pour gagner en matière de temps de jeu. Et là, il va évoluer au niveau de la Pro League, Molenbeek. Molenbeek est également un des clubs qui est détenu exactement par John Textor. Donc du coup, je pense que là, il y a un peu euh, équipe euh, mère qui envoie un peu vers ses filles afin de pouvoir participer exactement au développement du joueur. Et après, si le joueur est capable de confirmer dans une ligue un peu moindre que la Ligue 1, il pourra peut-être avoir une opportunité de revenir à l'Olympique lyonnais. Donc, du coup, ça, c'était essentiellement les éléments qu'on peut retenir directement de cette équipe lyonnaise par rapport au transfert actuel. Mais quand on regarde directement la performance de l'Olympique lyonnais durant la saison précédente, franchement, il était directement à la 6e place. Donc, du coup, moi, j'étais impressionné de voir comment l'entraîneur Pierre Sage a su faire en sorte que cette équipe puisse revenir sur le devant de la scène. Et je pense que si l'Olympique lyonnais est capable de se renforcer encore davantage, notamment au poste de milieu de terrain, donc du coup, je pense que l'Olympique lyonnais sera en mesure d'être présent dans la lutte par rapport aux 3 premières places au sein de cette Ligue 1. Donc du coup, maintenant qu'on a un peu terminé l'Olympique lyonnais, on va regarder un autre club qui sera un club qui, je pense, va jouer un rôle important, vraiment même très, très important en Ligue 1. Ils ont connu pas mal de changements. Et donc, du coup, on va regarder maintenant l'Olympique de Marseille. Donc, du coup, l'Olympique de Marseille, donc, du coup, c'est un club que je pense que beaucoup d'entre nous connaissent. Il y a une rivalité entre Parisiens et Marseillais. Vous savez que moi, je suis parisien. Mais je vous ai promis une chose, que je vous transmettrai toujours l'information de manière transparente. Donc, du coup, l'Olympique de Marseille, c'est un club qui est en Ligue 1 depuis énormément d'années. Donc du coup, depuis 29 ans maintenant, exactement, l'Olympique de Marseille exactement, est en Ligue 1. Après, il faut savoir que la taille de l'effectif actuellement, ils sont 26 joueurs au total, dont 12 joueurs qui sont des joueurs internationaux. La moyenne d'âge de l'effectif est de 25 ans. Vous voyez qu'entre l'Olympique lyonnais et l'Olympique de Marseille, on a la même moyenne d'âge en termes d'effectif, 25 ans. Et on a quand même 20 joueurs qui sont des joueurs internes, qui sont des joueurs étrangers. Donc, du coup, ce qui représente environ 76%. Alors que vous vous rappelez exactement pour l'Olympique lyonnais, on était sur une moyenne qui était quasiment un peu moins. Donc, l'Olympique lyonnais a moins de joueurs étrangers comparé à l'Olympique de Marseille, parce que l'Olympique lyonnais a 63%, alors que l'Olympique de Marseille, la moyenne est de 76%. Donc, du coup, c'est beaucoup. Donc, du coup, là, il faut savoir que c'est juste 25% qui sont des joueurs, enfin 24% qui sont des joueurs qui sont français. Après, quand on regarde un peu le marché des transferts de l'Olympique de Marseille, beaucoup pensent que l'Olympique de Marseille dépense beaucoup, mais actuellement, non. La balance, il est positive. Donc, du coup, l'Olympique de Marseille a gagné de l'argent avec les transferts qu'il a réalisés. L'Olympique de Marseille a gagné 25, ils ont une balance positive. Donc, du coup, ils ont plus vendu qu'ils ont acheté. La balance positive est de 27 millions d'euros. Après, le stade, vous le connaissez tous, c'est le stade Vélodrome. Il fait 67 000 places. C'est absolument impressionnant comme stade. Donc, du coup, même si on est parisien, quand même, faut être honnête. Donc, du coup, en matière de valorisation des joueurs dont il dispose actuellement, c'est de 235 millions de valorisation, alors que l'Olympique lyonnais a une valorisation de joueurs qui est de 269 millions. Donc, du coup, vous voyez que la valorisation des joueurs de l'OM est inférieure à la valorisation des joueurs que détient actuellement l'Olympique lyonnais. Donc, du coup, après, on va regarder un peu qui sont exactement les joueurs qui sont arrivés durant ce marché des transferts, en sachant qu'également il y a un entraîneur de poids qui arrive sur ce marché des transferts. Si vous me suivez bien sur ma chaîne Parisian Football, je vous ai fait beaucoup de vidéos sur l'arrivée de Roberto De Zerbi. N'hésitez pas, les fans de Marseille, à aller voir la vidéo. Je vous ai fait une vidéo complète sur De Zerbi. De Zerbi, exactement, il est âgé de 45 ans. Il a été nommé entraîneur depuis le mois de juillet, depuis le 1er juillet 2024. Et son contrat, il a un contrat de 3 ans parce que l'Olympique de Marseille soit investir sur la durée avec un entraîneur qui soit stable. Donc, du coup, 3 ans dans le club pour avoir de construire autour de lui et pour le renforcer dans ses pouvoirs de décision. L'Olympique de Marseille a également fait venir également un conseiller sportif comme un directeur sportif qui soit exactement un proche de Roberto De Zerbi pour lui montrer exactement leur intention de construire avec lui sur la saison et sur les saisons à venir. Donc, du coup, l'Olympique de Marseille, je pense qu'en termes de recrutement en Ligue 1, c'est le recrutement le plus intéressant actuellement en Ligue 1. Ils ont fait venir Mason Greenwood. Je vous ai parlé beaucoup de Mason Greenwood. Je vous ai fait pas mal de vidéos, pas mal de shorts. Donc, n'hésitez pas
regarder les shorts, les vidéos que j'ai pu éventuellement faire sur le joueur. Mason Greenwood, exactement, il arrive du côté de, il évolue du côté de Manchester United. Moi, je l'ai vu évoluer du côté de Londres parce que je suis basé ici à Londres. Il est jeune, il a 22 ans. Et c'est un 2001, il fait 1m81, il est né exactement du côté de Bradford, ici en Angleterre. Il est valorisé sur le marché des transferts à hauteur de 25 millions d'euros, le joueur. Et quand vous regardez un peu, il a aussi des origines un peu jamaïcaines. Donc, du coup, pour ceux qui ne le connaissent pas, et il a joint exactement le club en juillet, le 18 juillet 2024. Il a un contrat qui expire exactement en 2029. Donc, du coup, il a un contrat long de 5 ans avec l'Olympique de Marseille. Il peut évoluer sur les trois fonds de l'attaque, droite, enfin, mais son poste de prédilection, c'est essentiellement un poste de milieu offensif droit. Sachant qu'il peut évoluer également au milieu offensif gauche, ou éventuellement dans un poste central, attaquant central. Mais bon, sa préférence va essentiellement au poste de milieu offensif droit. Donc du coup, Mason Greenwood, je ne reviendrai pas exactement essentiellement sur les problèmes qu'il a pu rencontrer sur le plan personnel, parce que je pense que sur le plan personnel, il doit rester quand même personnel, même si c'est des personnages publics, ça c'est vrai. Mais il faut quand même savoir parfois un peu donner une deuxième chance, parce que c'est un joueur quand même qui, je pense, a pu beaucoup apprendre de ses erreurs, et que on a tous commis des erreurs, on est tous des êtres humains, et que moi je pense qu'en tant que supporter à Marseille, il faut lui donner une deuxième chance parce que c'est un joueur qui est absolument brillant. C'est un joueur, c'est un phénomène. Franchement, vous allez vibrer comme jamais au stade. Si vous lui donnez exactement la confiance et l'amour dont il a besoin, je vous dis que Mason Greenwood, c'était un joueur absolument fantastique. En première ligue, qui est un championnat qui est l'un des meilleurs championnats du monde, un des championnats très très difficiles. Il a joué 83 apparitions, il a marqué exactement 22 buts. C'est absolument important pour un jeune. C'est parce qu'il faut savoir, il faut garder à l'esprit que Mason Greenwood, il part de Manchester United vers l'âge de 20 ans parce qu'il ne joue plus quasiment à cause des problèmes personnels. Mais donc, du coup, vous voyez qu'il a en 83 matchs, il a marqué 22 buts, délivré 4 passes décisives et il a joué, enfin, il marque un but tous les 206 minutes. Alors que il a passé plus de 4532 minutes de temps de jeu qu'il a eu exactement en première ligue. Quand vous voyez exactement après, il a été prêté du côté de en Liga espagnole parce que du côté de Getafe. Et lorsqu'il est parti du côté de Getafe, il joue exactement 33 matchs, il marque exactement 8 buts et délivre 6 passes décisives. C'est absolument important. Donc, du coup, là, durant la saison dernière, il a eu 2668 minutes de temps de jeu. Moi, je pense que Mason Greenwood, s'il n'avait pas eu le problème qu'il a eu exactement ici en Angleterre, il aurait explosé ici en Angleterre. Ce serait un joueur qui serait vendu à hauteur de 100, 150 millions d'euros. C'est pour vous dire exactement le talent que possède ce joueur-là. Donc, du coup, ça, c'était un peu la présentation par rapport à Mason Greenwood. Donc, du coup, moi, je vous dis, suivez ce joueur-là parce que je pense qu'il peut éclabousser la Ligue 1 de son talent. Après, il y a également le deuxième recrutement qui a été réalisé du côté de l'Olympique de Marseille, c'est Pierre-Emile Hojbjerg qui arrive avec un prêt avec option d'achat. Donc, c'est un joueur qui n'est plus à présenter. C'est un Danois. C'est un joueur qui est absolument talentueux, qui a gagné exactement la Ligue des Champions, qui a gagné également le Mondial des clubs, qui a gagné également la Coupe, enfin, la coupe d'Allemagne. Il a gagné également trois autres Coupes d'Allemagne. Franchement, c'est un joueur qui a un palmarès qui est long comme le bras, hein. Donc, du coup, c'est un joueur qui est expérimenté. Il est valorisé sur le marché des transferts à hauteur de 18 millions d'euros. Il évolue au poste de milieu défensif. C'est un joueur à Tottenham, qui a marqué exactement un peu la première ligue. Il a joué 254 apparitions en première ligue. C'est absolument impressionnant. 254 matchs en première ligue, c'est beaucoup. Après, il a également marqué 12 buts, délivré 16 passes décisives. Donc, du coup, également, il a eu 19 529 minutes en première ligue, ce qui est absolument impressionnant. Donc, du coup, il a passé une grande partie de sa carrière en première ligue. La plus grosse partie de sa carrière, c'était en première ligue, même s'il a évolué également en Bundesliga, mais la plus grosse partie, c'était vraiment en première ligue, hein. Donc, du coup, c'est un joueur, c'est une recrue qui est assez importante pour moi, une recrue qui est absolument à garder un œil dessus parce que je pense qu'il va apporter énormément en tant que milieu défensif dans cette équipe de l'Olympique de Marseille. Il peut également évoluer au poste de milieu central. Après, quand on regarde un peu après, il y a eu Ismaël Koné qui arrive exactement du côté de Watford. Franchement, pour 12 millions d'euros, je pense que Ismaël Koné, c'est un excellent joueur. Faudra garder également un œil autour d'Ismaël Koné. Enfin, il est parti de Watford, il est juste 22 ans. Il est né exactement à Abidjan. Il a également la nationalité canadienne. Et il évolue aussi avec l'équipe nationale canadienne. Donc, du coup, il évolue exactement un peu en tant que milieu défensif. Il peut évoluer également au poste de milieu central ainsi qu'au poste de défenseur central. Donc, du coup, il peut évoluer aux trois positions.
Après, au niveau de Watford, enfin, il a connu quand même beaucoup d'apparitions avec Watford qui était en Championship. Donc, du coup, il a eu 58 apparitions, 4 buts, 4 passes décisives. Il a eu plus de 3581 une minute de jeu. Donc, et du coup, il faut considérer que la Championship en Angleterre, c'est très très fort. Quand je vous dis très très fort, c'est un niveau qui est parce qu'ils ont des moyens financiers que pas beaucoup de clubs français n'ont. Du fait exactement des droits télévisés, du sponsoring qui joue un rôle important. Donc, du coup, c'est pour ça que la Championship a des moyens financiers très très importants. Ils sont capables de chercher et de conserver par exemple des joueurs tels que Ismaël Sarr qui a évolué en Championship, qui n'a jamais évolué exactement en Première Ligue. Après, il y a également Lilian Brassier qui arrive en prêt du côté enfin, il vient exactement du côté du Stade Brestois. Le joueur actuellement, il est valorisé sur le marché des transferts à hauteur de 12 millions d'euros. Donc, du coup, il est prêté avec option d'achat. Il peut évoluer au poste de arrière, au défenseur central. Il peut évoluer en tant que défenseur central gauche également. Donc, du coup, il a eu une saison avec Brest qui a été absolument magnifique avec Brest. Ce qu'ils ont fait avec Brest, c'était absolument inoubliable. 108 matchs exactement en Ligue 1, 5 buts, une passe décisive. Il a joué 8992 minutes de temps de jeu. Il a délivré, enfin, il a marqué un but tous les 1798 minutes. Donc, il marque pas beaucoup, mais quand même, c'est un défenseur qui est absolument excellent comme défenseur. Et gardez un œil sur ce joueur-là parce que c'est vraiment un très bon défenseur. Après, il y a également Bamo Meite qui est arrivé de Lorient. Donc, du coup, ça, c'est un joueur que Marseille connaissait absolument, enfin, très très bien. Il peut évoluer exactement au poste de défenseur central ainsi qu'au poste de milieu défensif. Il a évolué en Ligue 2 où ce qu'il a connu également aussi, enfin il a évolué en Ligue 1 où ce qu'il a connu exactement 35 matchs en Ligue 1, un but ainsi que en matière de temps de jeu, c'est 2279 minutes de temps de jeu. Euh, Franchement, cette équipe marseillaise, franchement, elle est absolument intéressante. Et je pense que l'équipe de Marseille, elle va encore se renforcer parce que là, actuellement, il parle de recruter Nkessia. Nkessia qui a connu, qui évolue du côté d'Arsenal, qui Marseille a transmis première offre à hauteur de 20 millions d'euros. Mais Arsenal n'était pas satisfait exactement du montant qui était offert par l'Olympique de Marseille. Arsenal voulait plutôt un montant qui était beaucoup plus élevé, autour de 45 millions d'euros. La différentiel était absolument important. L'Olympique de Marseille a revenu avec une deuxième offre de 27 millions d'euros. Pour l'instant, l'offre apparemment aurait été refusée une nouvelle fois par Arsenal. Donc, du coup, je pense que c'est quand même l'une des priorités en matière de recrutement. Et c'est un attaquant, mais si Marseille recrute cet attaquant, Marseille, pour moi, devra se battre pour l'une des 3 premières places de la Ligue 1 parce qu'ils auraient une équipe qui est absolument impressionnante. On parle aussi d'autres joueurs, dont un attaquant qui évolue exactement du côté de Dortmund, mais pour l'instant, c'est pas très très avancé comme piste. D'accord. Donc, du coup, maintenant, en termes de départ, on a eu Matteo Guendouzi qui est parti du côté de la Lazio, un indemnité de transfert à hauteur de 13 millions d'euros. Iliman Ndiaye qui part exactement du côté de Everton pour 18 millions d'euros. Ismail Assar qui part exactement du côté de Crystal Palace pour 15 millions d'euros. Vitinha, franchement, Genoa a fait une fière chandelle à Marseille parce que 16 millions d'euros, c'est vraiment un don. Parce que vu le niveau assez médiocre du joueur Vitinha, il est arrivé, il n'a absolument jamais il a jamais il a toujours déçu du côté de Marseille. Il a jamais été à la hauteur des espoirs qui étaient placés en lui. Après, il y a également Jonathan Clauss qui part pour 5 millions du côté de Nice. Franchement, le départ de Jonathan Clauss, c'était vraiment que moi, les informations que j'ai, c'était 4 millions plus 1 million, enfin 4 millions sec plus 1 million de bonus. En sachant que c'était vraiment que l'Olympique de Marseille ne souhaitait absolument plus conserver Jonathan Clauss. Il en avait absolument marre de Jonathan Clauss, de fait d'attitude apparemment qu'il a pu avoir au sein du club marseillais. Et donc, du coup, c'est la raison pour laquelle exactement Jonathan Clauss part pour un montant qui était inférieur à sa valorisation sur le marché des transferts. Mais bon, en tout cas, cette équipe marseillaise, pour moi, avec Roberto De Zerbi, sera une équipe à suivre parce que je pense que cette équipe-là, elle va être impressionnante. Je vais vous tenir informé également des autres recrues qui pourraient rallier l'équipe de Marseille. En tout cas, je passe maintenant à l'équipe qui est mon équipe de cœur, je ne vais pas vous mentir, qui est le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, donc du coup, comme vous voyez exactement avec le Paris Saint-Germain, là, quand j'analyse un peu cette équipe du Paris Saint-Germain, Paris, c'est un peu l'équipe
qui est valorisé hors norme sur le marché des transferts parce que Paris n'a pas de compétiteur dans le championnat de France en matière de chiffres. La valorisation des joueurs que détient le Paris Saint-Germain, c'est 957 millions d'euros. C'est absolument astronomique. Et ça, c'est en excluant exactement un Kylian Mbappé qui était valorisé à quasiment 250 voire 300 millions d'euros. Donc du coup, maintenant, quand on regarde un peu l'effectif du Paris Saint-Germain, on regarde un peu en termes de départ et d'arrivée, et il y a plus de départ que d'arrivée actuellement parce que le Paris Saint-Germain a décidé d'avoir une stratégie qui est différente de ce qu'elle a pu avoir directement par le passé. Là, on a la première recrue qui est arrivée qui était Matvei Safonov. Safonov qui arrive du coup, enfin qui est un gardien russe. Il est valorisé à hauteur de 20 millions d'euros et il évolue, il a passé toute sa formation, toute sa carrière du côté de Krasnodar. Il n'a connu aucun autre club, c'est tout simple. Il est sponsorisé par Puma et il signe exactement au Paris Saint-Germain en juillet 2024. Il a un contrat long de 5 ans qui se termine exactement en 2029. Quand on regarde un peu son évolution en tant que gardien en première division il a, il- russe, il a joué quand même 147 matchs. Il a, il a concédé 167 buts et il a également euh, combien est-ce qu'il a eu de clean sheet? 47 clean sheet. Donc du coup, il a joué 13 113 minutes. C'est un joueur quand même qui a quand même beaucoup concédé, qui concède plus de un but par match. Après, ce qu'on peut conserver à l'esprit par rapport à Safonov, c'est que la défense qu'il a pu avoir exactement du côté de Krasnodar, il n'aura pas forcément la même défense au Paris Saint-Germain. Et je pense que dans un premier temps, il va arriver en tant que gardien numéro 2, mais que c'est à lui aussi, enfin un ou un bis, et c'est à lui d'aller chercher un peu, d'aller gagner sa première place, ou la place, d'aller titiller un peu un Donnarumma pour se bagarrer pour la place de numéro un. En tout cas, quand vous regardez un peu le Paris Saint-Germain, que vous voyez exactement le rayon arriver, vous êtes absolument déçu, même si vous savez que Joao Neves, c'est fait. Il va arriver pour la coquette somme de 60 millions d'euros, auquel s'ajouteront exactement 10 millions de bonus. Mais également, il faut garder à l'esprit que Renato Sanchez va faire le chemin inverse. Il va partir du côté de Benfica, qui est le club où est-ce que évoluait Joao Neves. Après, en termes de départ, il y a un départ qui était important, qui est celui de Kylian Mbappé. Il part directement gratuit, sans pourtant laisser aucune indemnité de transfert au Paris Saint-Germain. Pour un joueur qui a dit qu'il aime son club, qu'il a grandi là-bas et qu'il ne partira jamais libre, en fait, on ne sait jamais sur quoi, sur, sur quel pied danser avec le joueur. Après également Hugo Ekitike dont l'option avait été levée, enfin le prêt avec option d'achat, 16,50 millions d'euros. Après également on a Edouard Michou, Michou exactement avec la famille Michou et le Paris Saint-Germain, ça a été assez compliqué à un moment donné. Donc du coup il va partir exactement du côté de Adana Demirspor, qui est un club turc. Donc, du coup, il va plus évoluer dans les rangs exactement du Paris Saint-Germain. Et après, on a le Paris Saint-Germain qui a enfin réussi à se débarrasser de Layvin Kurzawa, ainsi que malheureusement Keylor Navas, à qui exactement on devrait quand même rendre un hommage. Quand on regarde un peu le Paris Saint-Germain en termes d'effectifs, donc du coup, l'effectif actuel du Paris Saint-Germain, c'est 35 joueurs qui ont une moyenne d'âge de 23,9 ans. C'est-à-dire que c'est une moyenne d'âge qui est la plus basse entre Olympique de Lyonnais, Olympique Marseille, enfin l'OM ainsi que le Paris Saint-Germain. C'est la moyenne d'âge la plus faible. Après, en termes de joueurs étrangers, il y a 65% de joueurs étrangers. Donc, du coup, ça se rapproche de l'Olympique de Marseille alors que l'Olympique lyonnais enfin, ça se rapproche pardon, de l'Olympique lyonnais, parce que l'Olympique lyonnais, vous vous rappelez exactement, ils ont 63% de joueurs étrangers, alors que le Paris Saint-Germain, en termes de joueurs étrangers, le Paris Saint-Germain a 65%, donc du coup, c'est très très proche, alors que l'Olympique de Marseille a 76%, c'est un pourcentage qui est beaucoup plus élevé. Donc du coup, le Paris Saint-Germain a 23 joueurs étrangers. En termes de balance des transferts actuellement, la balance elle est négative. On a 3,50 millions de balances négatives du fait que il y a quand même des départs, notamment celui de Hugo Ekitike qui vient un peu enflouer les caisses parisiennes. Après, je pense qu'en termes de pistes d'arrivée, on parle beaucoup de Désiré Doué qui pourrait arriver au Paris Saint-Germain. On sait qu'il y a deux clubs qui sont intéressés sur le joueur. Et on a le Bayern Munich ainsi que le Paris Saint-Germain. Le Bayern Munich a transmis une offre initiale de 35 millions d'euros pour Désiré Doué. Puis après, le Paris Saint-Germain est revenu à réenchérir pour 45 millions d'euros. Le Bayern a mis 55 millions d'euros et le Paris Saint-Germain a mis 60 millions d'euros sur la table.
Donc du coup, où est-ce que va évoluer Désiré Doué? Donc du coup, on dit qu'il va être prêt très rapidement faire son choix après les Jeux Olympiques. Donc du coup, je pense que d'ici une semaine à 2 semaines, une fois que les Jeux Olympiques seront terminés, on va savoir très rapidement où est-ce que va signer Désiré Doué. Après, également, en termes de piste, on parle également de Victor Osimhen qui pourrait éventuellement rallier les clubs parisiens. On sait que le joueur a déjà un accord contractuel avec les clubs parisiens, mais le problème qui se pose, c'est essentiellement au niveau de Naples. Naples, ils ont toujours été gourmands. Vous connaissez De Laurentiis, le président de Naples, c'est un patron qui est gourmand. Même si Victor Osimhen n'évolue actuellement pas dans l'équipe actuellement parce qu'il n'est même pas sélectionné dans les matchs amicaux ni dans la préparation. Donc du coup, Victor Osimhen est un peu mis à l'écart. Donc, et là, il y a des discussions aussi qui commencent à fuiter un peu avec Chelsea parce que Chelsea détient Lukaku. Lukaku a un accord contractuel avec Napoli pour 6 millions de salaire annuel. Donc, du coup, maintenant, ils essaient de voir s'ils arrivent à. Parce que pour le transfert de Lukaku, Napoli était prêt à mettre entre 20 et 25 millions d'euros alors que Chelsea demandait une somme avoisinant les 45 millions d'euros. Donc, du coup, il y avait un delta qui était important. Donc, du coup, ils essaient de regarder si on peut envoyer Lukaku plus une somme d'argent afin de récupérer exactement Victor Osimhen. En sachant que Osimhen a déjà un accord contractuel avec le Paris Saint-Germain. Mais le Paris Saint-Germain ne souhaite pas surpayer le joueur. Comme exactement, ils n'ont pas voulu surpayer. Kvaratskhelia, qui est également un joueur de Naples, qui est absolument talentueux. Mais vous savez très bien que Conte a mis son veto par rapport à son départ et qu'il souhaite compter sur lui. Et c'est pour ça que le Paris Saint-Germain n'a pas réussi à se mettre d'accord avec Napoli afin d'obtenir le joueur, malgré exactement une offre qui était assez importante qui a été envoyée par le Paris Saint-Germain, 100 millions d'euros pour s'attirer le service Kvaratskhelia, mais malheureusement, De Laurentiis est très très dur en affaires. Il veut une somme qui était absolument astronomique que le Paris Saint-Germain n'était pas prêt à payer. En tout cas, après, on a aussi Jadon Sancho qui pourrait aussi rallier le club parisien. Jadon Sancho, c'est un joueur qui s'entend très très mal avec Ten Hag, l'entraîneur de Manchester United. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il est parti en prêt. Il y avait une dispute entre lui et l'entraîneur. Donc, du coup, il part en prêt. Et il part exactement du côté de Dortmund. Et la suite de l'histoire, vous la connaissez. Il part en finale de la Ligue des Champions. Il a retrouvé exactement la joie de vivre à Dortmund. C'était un club qu'il connaissait par cœur par le passé. Et le fait d'être revenu là-bas, je pense que ça l'a relancé, ça l'a remotivé. Et maintenant, il a un accord avec le Paris Saint-Germain en matière contractuelle. Et maintenant, est-ce que le Paris Saint-Germain l'a gardé? Le Paris Saint-Germain l'a gardé en matière de backup. Si le deal avec l'ailier espagnol talentueux espagnol ne se passe pas, qui est l'ailier qui a absolument brillé durant cette Euro 2024. Donc du coup, si cet accord ne se passe pas avec lui, donc du coup, c'est pour ça que le Paris Saint-Germain essaie un peu de couvrir ses arrières. Nico Williams, donc du coup, si Nico Williams ne signe pas au Paris Saint-Germain, donc du coup, il y a de grandes chances de voir un Sancho arriver au Paris Saint-Germain. Sauf que pour l'instant, Manchester United demande une somme qui avoisinerait les 60 millions d'euros, alors que initialement on parlait plutôt de 45 millions d'euros. Mais je pense que il est valorisé à hauteur de 30 millions d'euros, mais il partira pas à 30 millions d'euros, il va partir à 45, 50 millions d'euros minimum. En tout cas, pour l'instant, si vous êtes aussi intéressé par les rumeurs de transfert du Paris Saint-Germain, j'ai fait une vidéo complète par rapport à ça. N'hésitez pas à aller regarder ma vidéo et vous allez voir, je vous ai couvert exactement beaucoup des éléments qui pourraient arriver au Paris Saint-Germain. En tout cas, le Paris Saint-Germain, je vois exactement le Paris Saint-Germain, malgré le départ de Kylian Mbappé, je vois un Paris Saint-Germain qui sera difficile à jouer en Ligue 1, un Paris Saint-Germain qui va faire très très mal à la Ligue 1, et un Paris Saint-Germain qui va encore se renforcer avec des noms qui sont absolument intéressants et qui vont permettre au Paris Saint-Germain, je pense, d'être tout là-haut et de pouvoir être compétitif en, en Ligue des Champions, malgré que la moyenne d'âge de l'effectif elle est très très basse, comme je vous ai dit initialement. Quand vous avez une moyenne d'âge aussi basse, 23 ans, je pense qu'il y a également un manque d'expérience par rapport à cette équipe-là, malgré qu'il y a 20 joueurs qui sont des internationaux. Je pense que quand même, il y a un besoin de renforcer l'effectif en matière d'âge. Notamment, on a parlé de Kimmich qui pourrait arriver du côté du Paris Saint-Germain, mais je pense que cet effectif a besoin de joueurs d'expérience. En tout cas, maintenant aussi au niveau également il y a aussi d'autres activités par rapport au Paris Saint-Germain, notamment le stade. On sait que le stade, l'objectif c'est d'acquérir un nouveau stade.
ou de construire un nouveau stade, ou éventuellement, parce que le Paris Saint-Germain n'a pas réussi à se mettre d'accord avec la mairie pour pouvoir acquérir le Parc des Princes, parce que le montant demandé par la mairie était important par rapport à ce que le Paris Saint-Germain était prêt à mettre. Parce que aussi, lorsque vous allez acquérir exactement l'infrastructure que représente exactement le Parc des Princes, il y aura des gros coûts en matière de modernisation. Donc du coup, le Paris Saint-Germain ne veut pas payer une somme astronomique pour l'acquisition et devoir aussi payer une somme astronomique pour la rénovation. Donc du coup, c'est également, en plus de ça, la mairie ne souhaite absolument pas vendre d'après exactement ce qu'il dit, c'est la posture officielle. Donc du coup, ouais. Donc du coup, on verra exactement comment les choses vont se passer. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce format-là. N'hésitez pas à suivre la chaîne la team, c'est absolument important parce que ça prend du temps pour créer des contenus de cette nature-là. N'hésitez pas à suivre la chaîne, comme ça, moi, ça donne la force. Et si vous voulez également revenir ou recevoir des notifications, n'hésitez pas en tout cas à la team. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi ce format-là. J'espère que vous a plu. On a parlé exactement des trois du PLM, Paris, Lyon, Marseille. Et je pense que ce seront les trois équipes qui seront tout là-haut en Ligue 1. Merci beaucoup d'avoir suivi la chaîne. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Et à très bientôt la team. Ciao.